Les 10 erreurs à éviter en 2023 quand on souhaite investir dans l'immobilier. Bonjour les polyinvestisseurs, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter en 2023 les erreurs que font encore les jeunes investisseurs ou les moins jeunes aussi et qui les empêchent de passer à l'action et d'investir dans l'immobilier. Mais avant de vous partager ces erreurs, comme d'habitude, pensez à activer la cloche, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez poser des questions dans les zones commentaires auxquelles je me ferai un plaisir de répondre ou alors partager votre expérience pour enrichir la communauté. Maintenant, les 10 erreurs. La première erreur, c'est de tout simplement pas établir une stratégie. Une stratégie, c'est qu'est-ce que je veux atteindre, dans quel délai je le souhaite atteindre cet objectif-là, avec qui je vais être associé, par quel véhicule, est-ce que je vais faire de la location nue, est-ce que je vais faire de la location meublée, est-ce que je vais faire de la location sous forme sociétale, est-ce que je vais viser une exploitation sous de la location courte durée, longue durée, locale commerciale. Vous voyez, donc ça c'est toutes les questions que vous avez besoin de vous poser pour établir votre projet et de ne pas broder au fur et à mesure ou d'inventer la manière dont vous allez investir au fur et à mesure, parce que ça, c'est une des vraies conditions pour réussir dans le temps à investir durablement. Seconde erreur, c'est d'investir dans des projets qui ne vont pas correspondre justement à votre stratégie. Et notamment quand vous n'avez pas de trésorerie excédentaire, de cash flow, si on veut utiliser le terme anglais, dans le cadre de vos investissements immobiliers. Je vous donne un exemple concret. Si demain vous réalisez un premier projet immobilier et que ce premier projet immobilier génère une charge de crédit de 500 € par mois, et que le loyer que vous allez percevoir du locataire hors charge est de 500 € par mois. Et concrètement, quand vous aurez remboursé la charge de prêt, vous aurez toutes les charges annexes à payer. Les impôts, la multirisque habitation, la taxe foncière, peut-être un comptable en fonction de votre exploitation. Et donc évidemment, ça va vous mettre en déficit, à la fois foncier certes, mais également de trésorerie. Et quand vous retournerez voir la banque, ça sera beaucoup plus difficile d'emprunter puisque à la fois votre taux d'endettement aura augmenté et votre reste à vivre aura largement diminué. Alors que si vous arrivez à sélectionner des projets immobiliers qui sont rentables, ces projets immobiliers qui sont rentables feront grimper votre taux d'endettement certes, mais également grimper votre reste à vivre et ça sera un confort pour renégocier avec la banque. Un exemple chiffré comme je l'ai fait dans le cadre du déficit, vous avez un loyer, donc une charge de prêt qui est de 500 €, mais par contre vous avez un loyer perçu hors charge qui va être de 800 €, tous les mois vous avez 300 € d'excédent de trésorerie auquel bien sûr il y aura quelques charges à retraiter, mais concrètement vous allez avoir de l'argent en excédent tous les mois que vous allez pouvoir placer de côté. Troisième erreur, c'est de ne pas suffisamment étudier le marché sur lequel vous allez investir. Concrètement, de ne pas connaître le prix au mètre carré, de ne pas connaître la rentabilité, puisque si vous faites cette erreur-là, ça va vous empêcher de savoir si vous achetez au bon prix et également de pouvoir évaluer le potentiel de revente et éventuellement de plus-value. Donc vous avez besoin de vous attarder sur le marché et puis de regarder qu'est-ce qui s'y produit. Cela m'amène donc à la quatrième erreur qui n'est de ne pas suffisamment observer au-delà de l'étude du marché les centres d'intérêt et les possibilités. Quels sont les axes routiers qui vont se réunir autour? Quels sont les centres d'intérêt? Peut-être qu'il y a une grosse usine qui va se développer, peut-être qu'il y a une ligne de TGV qui est en train de se créer, peut-être qu'il y a un nouvel aéroport, peut-être qu'il y a une nouvelle zone commerciale. Voilà, parce que ça clairement ça va donner de la valeur au projet et ça va vous aider dans le temps à pouvoir réinvestir et à développer votre patrimoine immobilier, avec toujours le souci de pouvoir réemprunter plus facilement, soit en réalisant un arbitrage, soit en augmentant les loyers. Cinquième point, c'est de ne pas suffisamment préparer sa relation à la banque pour obtenir son financement. Si pas de financement bancaire, très difficile de développer son patrimoine au travers d'investissements immobiliers. Il y a énormément de choses à savoir qui ne s'improvisent pas. Il n'y a pas que le taux d'endettement à connaître. Il y a une dizaine d'indicateurs, le taux d'endettement, le reste à vivre, le comportement bancaire, la valorisation des biens, la situation nette patrimoniale, etc., etc. Donc, être extrêmement bien préparé pour éviter de consommer beaucoup d'énergie dans le cadre de l'obtention du financement bancaire, également obtenir les meilleures conditions et surtout savoir comment sélectionner le bon partenaire
pour enchaîner les projets immobiliers. Quand je dis enchaîner, encore une fois, vous nous connaissez avec Julien, on est loin des vendeurs de rêve. Ça ne veut pas dire faire 50 biens immobiliers ou 10 biens immobiliers la même année. Soyons raisonnables. 6e erreur, attendre le bien parfait. J'en vois trop des personnes qui veulent que tout soit parfait. Trouver le bon bien, la bonne rentabilité, le bon déficit avec les travaux, le bon financement bancaire, trouver les bons locataires, tout parfait. Au final, ils ne passent jamais à l'action. Le mieux est l'ennemi du bien. Passer à l'action, optimiser. Et si ce n'est pas parfait, eh bien ce n'est pas parfait. C'est ok. Et ça arrive très souvent d'ailleurs que tout ne soit pas parfait. Parfois, c'est un petit peu éloigné de son domicile. Parfois, il y a un peu plus de travaux que ce qu'on aimerait. Parfois, c'est pas parfaitement localisé où est-ce que nous aimerions. Ou alors, la copropriété, elle est grande alors qu'on préférerait une plus petite copropriété. Bref, c'est jamais parfait, mais passer à l'action parce que ceux qui rêvent d'avoir l'investissement idéal, finalement, ils ne feront que rêver et il faut mieux avoir un projet bien réussi qu'un projet parfait, juste rêver. 7e erreur, cela concerne les travaux et il y a 2 sous-erreurs. La première, c'est de ne pas comparer les prestataires pour les travaux et donc alourdir le montant à financer. Donc bien penser à comparer les prestataires parce que d'un prestataire à l'autre, les prix peuvent passer du simple au presque double. Et donc évidemment pour vous, l'idée ne va pas être tout le temps de prendre le moins cher puisque peut-être qu'il y aurait une problématique de qualité, mais par contre c'est de pouvoir étudier les différents prestataires et de prendre pour vous celui qui va avoir le meilleur rapport qualité-prix dans le cadre de votre investissement. Donc on ne prend pas nécessairement le plus cher, on ne prend pas non plus nécessairement le moins cher, on prend celui qui nous apporte l'équilibre le plus certain entre la qualité et le prix. Et la deuxième sous-partie en lien avec l'erreur liée aux travaux, c'est de vouloir faire ces travaux soi-même. Pourquoi? Parce que même si vous êtes quelqu'un qui est manuel, même si vous êtes quelqu'un qui aimait faire des travaux, tout le temps que vous passez à faire des travaux, déjà si vous savez les faire, au moins ça sera de bonne qualité, vous savez ce que vous ferez, mais encore pire si vous ne savez pas correctement faire des travaux, c'est que ça va vous prendre beaucoup de temps, ça va vous coûter peut-être plus de matériel pour faire ces travaux-là et du coup pendant que vous faites ça, vous ne faites pas autre chose. De la même manière, si vous faites vous-même les travaux et que vous êtes à l'aise avec ça, pendant que vous faites les travaux et que vous avez une société de travaux, c'est des travaux que vous ne faites pas chez des clients, c'est des travaux que vous ne passez pas du temps à développer votre business. Donc il y a une règle pour cette erreur-là, c'est concrètement combien vous coûte une heure de travail que vous facturez à un client et combien ça vous coûterait de faire réaliser ces travaux. Moi, à chaque fois que je l'ai vu et que j'ai discuté avec des personnes, entre le temps que ça leur prendrait quand ils savent faire des travaux et le temps qu'ils économiseraient à confier à quelqu'un, ou alors le temps que cela leur prendrait quand ils ne savent pas faire de travaux, à chaque fois le résultat a été le même. Soit ils perdent du temps et finalement le rapport entre le fait que s'ils aient été plus rapides dans le cadre de la réalisation des travaux, ils auraient pu mettre plus rapidement en location et finalement ça s'équilibre, sauf que ils ont perdu du temps à gagner de l'argent autre part, ou alors pire, les travaux ne sont pas bien faits ou alors ils ont pris vraiment beaucoup plus de temps et ça leur coûte de l'argent. Donc ne pas comparer les prestataires et vouloir faire les travaux soi-même, on les a réunis en une seule erreur pour les travaux. 8e erreur en lien avec sa stratégie, c'est de ne pas anticiper la fiscalité. Vous savez que vous avez différents moyens d'exploitation dans l'immobilier et quand je parle d'exploitation dans l'immobilier, je vais exclure tout ce qui est l'achat-revente ou la sous-location. Je parle vraiment d'acheter des biens que vous allez exploiter et dont vous serez propriétaire de manière directe ou indirecte, donc soit en forme non propre, soit en forme sociétale. Mais en tout cas, vous devez penser à la fiscalité. Est-ce que je vais faire du déficit foncier, ou plutôt une exploitation basée sur les revenus fonciers, donc de la location nue, ou alors de la location meublée, loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel, ou alors sous une forme sociétale à l'IS par exemple. Ça c'est important parce que si vous n'avez pas anticipé votre fiscalité, vous pouvez avoir une surprise qui va tout simplement changer la dynamique de votre investissement. 9e erreur, c'est on a acheté le bien mais on se précipite pour prendre un locataire et qui n'est
ne réunit pas nécessairement les éléments qui viendraient nous rassurer. Parfois, il faut accepter de perdre 1 ou 2 mois, mais de sélectionner un locataire qui va correspondre à ses valeurs et à sa dynamique. Donc l'idée, c'est de pouvoir observer à la fois les revenus du locataire, possiblement les cautions ou les garanties qu'il est capable de proposer, peut-être nous en tant que propriétaire prendre une garantie loyer impayé. Aujourd'hui, il y a un service qui est gratuit et qui existe à la fois pour les propriétaires et pour les locataires qui s'appelle Goodlease. Donc allez sur leur site si vous voulez, vous pourrez vous rendre compte de ce qu'ils proposent et ça permet tout simplement de connaître l'historique, le passé du locataire et ça évite de faire des erreurs. Et donc c'est gagnant-gagnant à la fois pour le propriétaire et pour le locataire dans le cadre de la sélection tout simplement du locataire qui va résider dans le logement. Pourquoi c'est une erreur? Parce que si vous choisissez un locataire qui, par exemple, a des difficultés de revenus ou qui ne paye pas son loyer ou qui dégrade votre bien, pour enchaîner les biens, ça peut être problématique parce que la banque verra que dans les relevés de compte, l'argent qui sert à rembourser le projet immobilier, il ne rentre pas tout le temps. 10e erreur, c'est tout simplement hésiter à acheter sa résidence principale. Je sais que dans le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, il est considéré que la résidence principale, c'est un passif. On n'a pas du tout la même vision et le même fonctionnement en France. Et donc l'idée, c'est acheter la résidence principale. Oui, bien sûr, se mettre au plafond, au taquet du taux d'endettement, c'est pas nécessairement une bonne idée. En revanche, quand j'entends ou quand je vois que certaines personnes ne veulent pas acheter leur résidence principale parce qu'ils se disent que ça va être un élément bloquant pour la banque s'ils sont propriétaires de leur résidence principale, c'est une ânerie. Le fait d'être propriétaire de sa résidence principale, ça démontre simplement à la banque que vous avez une dimension de propriétaire, vous savez ce que c'est et pendant que vous êtes en train de rembourser votre résidence principale, c'est un loyer que vous évitez de jeter par la fenêtre ou de donner à un autre propriétaire. Donc vous augmentez la valeur de votre patrimoine. Donc ce n'est pas une erreur d'acheter votre résidence principale, bien au contraire, puisque plus vous allez rembourser le prêt qui est associé à la résidence principale, plus vous allez avoir une valeur patrimoniale qui va être élevée et plus ça va venir rassurer la banque. Voilà, j'espère que ces 10 erreurs pour investir en immobilier en 2023, vous les éviterez. Si vous pensez à d'autres erreurs, pensez à les mettre en commentaire. Et si vous voulez passer un petit peu plus de temps avec Julien et moi sur le développement de votre patrimoine, vous pouvez vous inscrire dans les descriptions. D'ici là, prenez soin de vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.